Bonjour à tous. Suite du cours sur l'analyse bivariée, on voit maintenant le test de Student qui va permettre de répondre à la question: le lien de corrélation entre deux variables quantitatives est-il statistiquement significatif? On utilise le test de Student lorsqu'on fait de l'inférence statistique. Le principe de l'inférence statistique est d'induire des caractéristiques sur une population à partir de caractéristiques sur un échantillon en fournissant une mesure de la certitude de la prédiction. Par exemple, en marketing, si l'on veut étudier l'impact d'une campagne de publicité, eh bien, on ne va pas interroger l'ensemble des personnes qui ont été soumises à la publicité, mais on va interroger simplement un échantillon d'individus que l'on espère représentatif, et l'on va faire des projections, des inférences de leurs réponses par rapport à la population totale, en estimant que dans l'ensemble de la population, on aurait obtenu ces mêmes résultats avec plus ou moins une certaine certitude, une probabilité d'erreur. De la même manière, par exemple, si on veut tester un vaccin, on ne va pas tester le vaccin sur l'ensemble de la population, on va prendre un échantillon représentatif de la population, on va tester ce vaccin et on va ensuite faire des inférences sur les qualités, par exemple, de ce vaccin. On va donc estimer systématiquement une probabilité d'erreur liée au fait qu'on ne travaille pas directement sur l'ensemble de la population, mais simplement sur un échantillon. Nos conclusions, on ne pourra pas en être sûr à 100%, mais on pourra estimer quel est notre pourcentage de certitude. Prenons un exemple simple, intuitif et néanmoins stupide. La taille des pieds et le coefficient intellectuel sont-ils liés? Imaginons que l'on récolte les données sur 5 individus. On a la taille de leurs pieds et leur coefficient intellectuel. Ça saute aux yeux, plus les personnes ont des grands pieds, moins leur coefficient intellectuel est important. Est-ce que pour autant il faut vous inquiéter si vous avez des grands pieds comme moi, ou si au contraire vous pouvez vous réjouir si vous avez des petits pieds? Est-ce que tout cela a un sens? Non, évidemment, ça n'a pas de sens. Si l'on avait calculé ici un coefficient de corrélation, comme effectivement, plus la taille des pieds est grande, plus le coefficient intellectuel est faible, on aurait eu probablement une corrélation négative. Mais cette corrélation ne sera pas significative, tout simplement parce qu'on a étudié uniquement une population de 5 individus. Si on avait pris 5 autres personnes, on aurait pu au contraire trouver un petit pas très malin et un grand très intelligent. Donc cette étude n'est pas significative parce qu'elle porte sur un petit nombre de personnes. Pour essayer de démontrer quelque chose, il faudrait sélectionner avec soin un échantillon représentatif d'une population et les interroger convenablement sur un grand nombre de personnes. Je ne vous conseille néanmoins pas de vous lancer dans cette étude qui ne paraît de toute façon pas très maligne. Servons-nous de ce petit exemple intuitif pour essayer de formaliser les choses et le principe des tests d'hypothèse en statistique. Ici, la question, la taille des pieds et le coefficient intellectuel sont-ils liés, invite donc à prendre position, à dire oui ou non. Alors pour faire cela, en statistique, on va formuler une hypothèse qu'on va appeler H0, selon laquelle il n'y a pas de corrélation entre la taille des pieds et le coefficient intellectuel. Et le principe, c'est qu'on teste avec un test statistique, on teste cette hypothèse, et si on rejette cette hypothèse, alors cela signifie que on valide l'hypothèse contraire, l'hypothèse qu'on appellera H1, qui est la taille des pieds et le coefficient intellectuel sont liés. Une étude qui montre un lien sur 5 personnes entre la taille des pieds et le coefficient intellectuel, ça ne permet pas de rejeter l'hypothèse H0 selon laquelle la corrélation observée est simplement due au hasard. Si l'on avait pris 5 personnes, on aurait pu trouver le résultat contraire. Ainsi donc, une taille d'échantillon suffisante est une des conditions à respecter pour pouvoir réaliser de l'inférence statistique. Une autre condition, c'est que l'échantillon soit bien représentatif. En utilisant une méthode par quota ou une méthode probabiliste ou autre, il existe plusieurs manières de constituer des échantillons qui sont représentatifs d'une population. Enfin, il faut que les mesures soient correctement effectuées. Il faut bien prendre la taille des pieds, le coefficient intellectuel par exemple ici. Globalement, on retiendra que plus la taille de l'échantillon est grande, et moins j'ai de risques que mes conclusions soient simplement dues au hasard de l'échantillonnage. Je profite de cette vidéo pour vous faire une petite initiation à la formulation des hypothèses, ce que vous retrouverez donc en licence 3 dans la théorie des tests. Les principes. On formule donc deux hypothèses, H0 et l'alternative H1. H0, c'est l'hypothèse qu'on nomme généralement statu quo, c'est-à-dire généralement une absence de différence ou d'effet. Au contraire, H1, c'est lorsque l'on attend une différence ou un effet quelconque. Le rejet de H0 entraîne la validation de H1.
Dans l'exemple précédent, H0 c'était la taille des pieds et coefficient intellectuel ne sont pas liés, alors que H1 était il existe un lien de corrélation entre taille des pieds et coefficient intellectuel. Retenez que c'est toujours l'hypothèse H0 qui est testée. Et comme je vous l'ai dit, si H0 est rejeté, alors H1 est validé. Par contre, si on n'arrive pas à rejeter l'hypothèse H0, eh bien H1 n'est pas validé, mais cela ne signifie pas pour autant que H0 est validé. Pour bien comprendre ça, un petit mot sur Karl Popper et la théorie de la réfutabilité. Karl Popper, c'est un épistémologue. Un épistémologue, c'est quelqu'un qui étudie de façon critique les sciences, qui réfléchit à leur logique, à leur valeur, à leur méthodologie et à la portée aussi de ces sciences. Et donc, c'est une réflexion sur la scientificité, en quelque sorte, d'une démarche scientifique. Karl Popper, il a pas mal critiqué l'induction comme approche scientifique et il a proposé une unité de la méthode scientifique entre sciences dures et sciences humaines. Revenons-en à nos moutons et parlons de signes. Karl Popper, pour illustrer H0 et H1, prend l'exemple des signes, l'animal, que vous voyez à l'écran. La question est, tous les signes sont-ils blancs? Si l'on applique la théorie des tests, on pose donc H0, tous les signes sont blancs, H1, l'hypothèse alternative, certains signes ne sont pas blancs. L'idée donc c'est de faire son sac, partir autour du monde, étudier un maximum de signes, de manière à essayer de trouver un signe qui n'est pas blanc. Imaginons que l'on trouve un signe noir ou rose par exemple, et bien dans ces cas-là, on peut rejeter l'hypothèse H0, tous les signes ne sont pas blancs, la preuve, j'en ai trouvé un rose ou un noir. Cela donc permet de valider H1, certains signes ne sont pas blancs. Maintenant, si je parcours le monde et que je ne trouve que des signes blancs, je ne peux donc pas rejeter l'hypothèse H0, je ne peux donc pas évidemment valider l'hypothèse H1 non plus, mais je ne peux pas non plus dire que H0 est validé, que tous les signes sont blancs, car peut-être que des signes ne sont pas blancs et m'ont échappé. Voyons un cas particulier de test statistique, le test de Student, qui est probablement le plus populaire et le plus utilisé. Son origine, c'est la publication dans Biometrica par William Gosset en 1908. William Gosset travaillait dans une fabrique de bière, il contrôlait la qualité de la bière, il faisait des prélèvements d'échantillons et il a développé une méthode statistique pour justement s'assurer qu'il n'y ait pas de différence entre les échantillons. Il a réussi à faire accepter à ses patrons la publication de ses résultats, car normalement il n'avait pas le droit, il y avait une clause de confidentialité, mais donc une des conditions c'était qu'il la publie sous un nom, donc sous anonymat, donc sous le nom de Student. Et ensuite, Sir Ronald Fisher a repris ses travaux et il les a appliqués à des grands échantillons pour généraliser. Le test de Student est un test paramétrique, c'est-à-dire basé sur des différences de moyenne, utilisé en statistique inférentielle pour estimer la probabilité d'erreur associée au test d'une hypothèse, ce que je vous disais en introduction. Il existe de nombreuses utilisations du test de Student, par exemple pour comparer des moyennes et dire si elles sont statistiquement différentes, ou encore pour déterminer si un coefficient de corrélation est statistiquement significatif ou si le coefficient directeur d'une droite de régression est statistiquement significatif. C'est ce que l'on va voir maintenant. Appliqué au coefficient de corrélation, le test de Student est un test bilatéral. Bilatéral dans le sens où on peut surestimer ou sous-estimer le coefficient de corrélation. On peut faire une erreur en plus ou en moins. Et donc on va tester l'hypothèse H0 toujours. H0, c'est donc le coefficient de corrélation est égal à 0. En d'autres termes, il n'y a pas de corrélation linéaire. Si on rejette l'hypothèse H0, alors on démontre qu'il existe un lien de corrélation linéaire statistiquement significatif entre X et Y. Alors une petite remarque, si on montre que le coefficient de corrélation est égal à 0, cela revient au même de dire que le coefficient directeur de la droite de régression est égal à 0. Donc on va pouvoir montrer ou rejeter les deux simultanément. Une petite précision, pour pouvoir utiliser le test de Student sur deux variables x et y, eh bien, il faut que x et y suivent des distributions normales. On a déjà vu dans une vidéo ce qu'était une distribution de type loi normale, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il y aurait une répartition relativement égalitaire des données autour d'une tendance centrale. Voici la formule du t de Student que l'on appelle t calculé. T égale R, le coefficient de corrélation, multiplié par racine carrée de l'ensemble n-2 divisé par 1 R au carré. L'interprétation du t de Student est plus délicate que les autres indicateurs statistiques que nous avons vus dans les vidéos précédentes. Il faut comparer ce t calculé
à une valeur d'un t critique que l'on va lire dans une table de student, qu'on trouve très facilement sur Internet. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble une table. En fonction du nombre de degrés de liberté, le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre d'individus de l'échantillon moins 2, et de la probabilité d'erreur qu'on accepte en rejetant H0. Le t critique que l'on lit dans une table est toujours positif. Le t calculé, dont vous avez la formule sous les yeux, peut prendre des valeurs positives ou des valeurs négatives en fonction du signe de R. On va donc comparer la valeur absolue du t calculé au t critique. Si la valeur absolue du t calculé est supérieure au t critique, alors l'hypothèse H0 est rejetée. Cela signifie qu'il existe un lien de corrélation linéaire, on l'a démontré statistiquement, pour un seuil de confiance donné. Regardons maintenant comment évolue cette formule. Eh bien, on voit que plus R va être grand, et plus le t calculé sera grand. Plus la corrélation est importante, plus il y a de chances qu'elle soit significative. Et par ailleurs et surtout, on voit donc n au numérateur, et plus le nombre d'individus est important, plus l'échantillon est important, et plus on va avoir un t calculé élevé, et plus donc plus on aura de certitude sur nos conclusions. Voici à quoi ressemble une table de student. Pour la comprendre, commençons par faire un petit zoom sur le graphique qui est au-dessus. La table de student a été élaborée à la base pour faire des tests de qualité sur des échantillons de bière. Imaginons que la teneur en telle ou telle substance dans la bière doive correspondre à peu près à la valeur mu sur l'ensemble de la production de la bière. Si l'on prélève un échantillon de bière dans un des fûts par exemple, eh bien, je vous ai représenté avec une croix rouge, peut-être que la teneur en cette substance sera légèrement supérieure à la moyenne. Et peut-être aussi que si on prélève dans un autre fût, la teneur sera un petit peu inférieure. C'est-à-dire que la différence semble acceptable. Et on va fixer une limite entre au-delà de t à droite et au-delà de moins t à gauche. On va fixer une limite au-delà de laquelle on estime donc que l'échantillon ne s'éloigne trop de la moyenne, il y a trop de différence et donc on va considérer qu'il y a un problème avec cet échantillon. Pour éviter de constituer une table de student pour chacune des valeurs possibles de mu, on utilise une table centrée réduite, c'est-à-dire une table telle que la valeur de mu est égale à 0 et l'écart type est égal à 1. On peut donc ainsi centrer et réduire n'importe quel jeu de données en faisant chacune des valeurs de la variable moins la moyenne divisée par l'écart type. On centre et on réduit chacune des données de notre distribution statistique et ensuite on peut utiliser la table de student, quelle que soit donc notre moyenne. C'est le même principe avec le coefficient de corrélation. On estime que le coefficient de corrélation est égal à 0, hein, c'est l'hypothèse H0 que l'on a posée tout à l'heure. Eh bien, si le coefficient de corrélation que l'on trouve sur notre échantillon s'éloigne un petit peu de 0, on peut considérer simplement que c'est juste normal qu'on ne soit pas pile sur 0, que cela ne signifie pas pour autant qu'il y a un lien entre x et y. Par contre, si le coefficient de corrélation dépasse la valeur t vers la droite ou moins t vers la gauche, alors cela signifie que l'échantillon produit un coefficient de corrélation qui est trop loin de 0 pour que ce soit lié au hasard. En réalité, ce n'est pas le coefficient de corrélation que l'on va projeter sur cet axe des abscisses, mais le t calculé. Et le t calculé, on va le comparer donc aux valeurs de t critiques. Sur ce graphique, vous voyez les t critiques, les différentes valeurs de t critiques, en fonction du nombre de degrés de liberté, en fonction du nombre d'individus. Plus le nombre d'individus est important, et plus les t critiques vont se resserrer, plus le moins t et le t sur le petit graphique vont se resserrer. Les t critiques que l'on va lire dans cette table dépendent de la probabilité d'erreur que l'on accepte, associée donc au rejet de H0. Plus on va avoir tendance à être exigeant, et plus il va falloir que notre t calculé s'éloigne loin vers la droite ou loin vers la gauche, car les bornes moins t à plus t vont être plus larges si on a une probabilité d'erreur plus faible.
Cette vidéo n'est qu'une vidéo d'initiation au test de Student. Pour simplifier les choses, je vous invite à focaliser votre attention sur la colonne que j'ai indiquée en rouge. Donc avec une erreur de 5%, ce que vous voyez à la première ligne, c'est-à-dire un seuil de confiance de 95%. En d'autres termes, vous allez calculer le t de Student et ensuite vous allez comparer sa valeur absolue à la valeur des t critiques qui sont dans cette colonne en fonction du nombre d'individus moins 2 qui est indiqué sur la partie gauche, le nombre de degrés de liberté. En l'occurrence, en statistique, nous travaillerons ensemble essentiellement sur des échantillons assez importants, donc supérieurs à 120 individus, ce qui ne vous fait finalement qu'une seule valeur à bien connaître dans ce tableau, c'est la valeur 1,96, c'est-à-dire la valeur du T critique pour un seuil de confiance de 95%, lorsque l'échantillon est supérieur à 120 personnes. Voilà, j'ai essayé de vous présenter de manière très synthétique les tests statistiques, le principe du test de Student et la lecture dans une table. Cela nécessite d'y passer évidemment plus de temps, ce que vous ferez l'année prochaine et l'année suivante. Et je vous propose maintenant de focaliser notre attention sur ce qui vous intéresse plus directement pour le contrôle et l'examen, c'est-à-dire l'application concrète de ce test et de son interprétation en suivant donc ce qui va se passer maintenant. Voilà, nous avons déjà fait une petite application dans les vidéos précédentes de la corrélation qu'il pouvait y avoir entre le temps moyen par jour passé devant la télévision et le nombre de romans lus l'année passée. Je vais vous projeter tout de suite les différents résultats que nous avons trouvés. Ma question dans cette vidéo-ci est la suivante. La corrélation trouvée entre X et Y est-elle statistiquement significative? Nous avons trouvé dans les vidéos précédentes R égale moins 0,382, le R2, le coefficient de détermination, égale environ 0,146, et l'équation de la droite de régression, Y égale moins 2,351x plus 27,364. Ces résultats sont-ils donc significatifs? Prenons le temps de bien poser les hypothèses. H0, il n'y a pas de corrélation linéaire entre x et y. H1, il existe une relation de corrélation linéaire entre x et y. Bravo, vous avez remplacé dans la formule R par sa valeur moins 0,382 et N par sa valeur 415. Comment interpréter maintenant ce résultat? Pour lire la table de Student, la première étape est de regarder le nombre de degrés de liberté. Comme on avait un échantillon qui est largement supérieur à 120 individus, on s'intéresse donc uniquement à la dernière ligne de ce tableau. Je vous ai conseillé donc de regarder l'erreur de 5%, la colonne qui correspond à une erreur de 5%, et donc là on trouve la valeur 1,96 dont je vous parlais précédemment. Comme la valeur du t calculé, moins 8,41, est supérieure à 1,96 en valeur absolue, hein, ça fait 8,41, lorsque comme c'est largement supérieur, eh bien cela veut dire que on va rejeter l'hypothèse H0 et on va rejeter l'hypothèse H0 en étant sûr, avec moins que 5% de chance de se tromper, que l'on fait bien, qu'il y a bien une corrélation significative entre les deux variables. Vous l'avez sûrement remarqué, en fait, sur toute la ligne du bas, le t calculé en valeur absolue est supérieur au t critique, y compris pour la dernière valeur, c'est-à-dire la valeur associée à une probabilité d'erreur de 1 pour 1000. Cela veut donc dire qu'il y a moins d'une chance sur 1000 de se tromper en rejetant H0, et cela veut donc dire qu'on peut valider H1, la corrélation est statistiquement significative entre le X et le Y. Prenons un autre exemple pour lire de nouveau dans la table. Imaginons qu'on fasse une petite étude sur 32 personnes. On mesurerait leur ancienneté dans l'entreprise, la variable X, et leur salaire, la variable Y. On détermine ensuite sur cet échantillon d'individus, on calcule un coefficient de corrélation entre X et Y, on trouve 0,4. On prend ce coefficient, on le met au carré, et on trouve un coefficient de détermination R2 égale 0,16. Le coefficient de corrélation est-il statistiquement significatif? Première étape, le t calculé, donc j'applique la formule 0,4 fois racine de 32 moins 2 divisé par 1 moins 0,4 au carré, et je trouve donc un t calculé de 2,39 que je vais comparer maintenant à un t critique. Il y a 32 personnes dans mon échantillon, le nombre de degrés de liberté est donc égal à 32 moins 2 égale 30. Je vais m'intéresser donc à la ligne de ce tableau qui correspond à 30 de degrés de liberté, celle qui est en rouge.
La valeur du t calculé était 2,39, donc on va essayer de trouver cette valeur, une valeur qui s'en approche. On voit donc dans la ligne qui nous intéresse 2,042 et 2,457. Je vous ai fait un petit zoom. Ces deux valeurs correspondent respectivement à une probabilité d'erreur de 5% et de 2%. Ça veut dire donc qu'on peut rejeter l'hypothèse H0 et en faisant cela, on accepte d'avoir une erreur comprise entre 5 et 2%. Bilan de l'exercice, le t calculé en valeur absolue est supérieur au t critique pour un seuil de confiance de 95%, c'est-à-dire 5% d'erreurs acceptées. On rejette H0 et ce faisant, on prend un risque de se tromper qui est plus petit que 5%. On valide donc H1, c'est-à-dire le coefficient de corrélation est statistiquement significatif. Cela veut dire que si on avait fait une droite de régression, on validerait par la même occasion le fait que le coefficient directeur de cette droite, A, est statistiquement significatif. Alors ici, le coefficient de corrélation 0,4 est positif et moyen, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'ancienneté dans l'entreprise et le salaire. Comme l'ancienneté arrive avant le salaire, le lien de causalité est évident ici. Hein, le salaire ne peut pas influencer notre ancienneté, elle se compte de manière chronologique sur un calendrier, alors que le salaire peut être établi de différentes manières possibles. Et donc, c'est le salaire qui va être expliqué par la variable x. Comme on a un R2 de 0,16, eh bien, cela signifie que 16% des variations de salaire s'expliquent simplement par l'ancienneté. Et cela est statistiquement significatif. Attention quand même au niveau de l'interprétation, on ne vient pas de développer une grande théorie qui concerne l'ensemble de la planète. L'influence de 16% de l'ancienneté sur le salaire concerne uniquement les individus de cette entreprise. On peut imaginer que la politique salariale et la politique de valorisation de l'ancienneté peut être très différente selon l'institution. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cette vidéo. Avec elle s'achève votre programme de révision pour le petit dossier que vous avez à préparer en statistique pour la partie contrôle continu. Je vais ajouter une ou deux vidéos pour l'examen terminal.